Mesdames, Messieurs, bonsoir. La littérature est un art qui permet de transmettre des histoires, des idées et des émotions. Elle joue un rôle important dans la société car elle permet de promouvoir la culture, la réflexion et la compréhension. Au Sahel, la littérature est une tradition vivante qui remonte à de nombreux siècles. Les cultures sahéliennes ont une riche tradition orale qui se transmet de génération en génération. Au cours des dernières décennies, la littérature écrite a également connu un développement important avec l'émergence de nombreux auteurs sahéliens talentueux. Mais là où la nature a défavorisé les hommes, où les priorités d'existence pourraient être ailleurs que la littérature, pourquoi écrire? Pour qui écrire? Comment la littérature sahélienne s'inscrit-elle dans les littératures africaines et mondiales? La littérature sahélienne peut-elle contribuer à la résolution des conflits et des défis socio-économiques du Sahel? Sinon, à quoi sert-elle? Pour répondre à ces interrogations, nous sommes avec M. Amadou Edouard Lompo, écrivain originaire du Niger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les échanges. Également avec nous, Dr Draman Konaté, écrivain et sémioticien. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour les échanges. Avec nous également, Madame Orokiatou Baro, elle est écrivaine. Bonjour. Bonjour, M. Kindo. Également avec nous, Dr Fatou Ghislaine Sanou, enseignante-chercheur à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bonjour. Bonjour, M. Kindo. Et enfin avec nous, M. Ousmane Diarra, écrivain originaire du Mali. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci à tous les 5 d'être là pour ces échanges. Alors, pour qu'on se comprenne, dans un premier temps, on va commencer avec vous, docteur Sanou. Pour qu'on se comprenne, on va aller dans les définitions notionnelles. Quand on parle de littérature du Sahel, est-ce qu'il s'agit du singulier ou du pluriel? Et déjà, est-ce qu'il existe une littérature pour le Sahel? Quand on parle déjà du Sahel, il faut prendre le terme géographiquement. Donc, cela va concerner un certain nombre de pays, donc d'une bande essentiellement de l'Afrique de l'Ouest, donc au sud du Sahara, jusqu'à l'est de l'Afrique. Donc, on va rencontrer des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina, le Mali, le Niger. Plus au centre, on peut avoir des pays comme le Cameroun, le Tchad, et plus à l'est, des pays comme l'Érythrée. Voilà. Donc, on se rend compte que ce sont des populations qui vont partager notamment des réalités climatiques. Et ces réalités climatiques vont induire on va dire, des manières de vivre, des modes de vie. Et ces modes de vie-là vont conduire nécessairement à une production de littérature spécifique. Donc, on est dans des productions qui vont concerner des littératures nationales qui se construisent après la décolonisation. Donc, on va avoir des réalités qui vont se retrouver dans chacun de ces pays, mais au fil du temps, ce qui peut paraître comme des différences va constituer un socle et on va parler de littérature au pluriel du Sahel. Voilà. Docteur Konaté, vous êtes pour la pluralité ou pour la singularité? On a parlé de notion de géographie. Donc, nous avons la graphie géolittéraire pour ce qui concerne le Sahel. Quand je parle de graphie, c'est l'écriture. Je suis pour, évidemment, le singulier, une littérature, mais nous sommes dans un contexte de diversité culturelle. Et dans ce sens, on peut parler de littérature nigérienne, littérature malienne, littérature burkinabé, avec des tendances bien précises, avec des spécificités, avec des caractéristiques. Et c'est dans ce sens aussi que l'on peut parler des littératures ou des littératures africaines de façon générale, parce qu'entre-temps, on avait englobé la notion en parlant de littérature ou de culture africaine, alors que dans ce 21e siècle, qui est
le siècle de la diversité, de la célébration de la diversité. De plus en plus, on parle de spécificité littéraire. Mais la littérature sahélienne, comme géographie, le concept se comprend. Ousmane Diarra, vous vous retrouvez dans ces définitions. Vous qui avez écrit beaucoup d'œuvres où transparaît et respire le Sahel. La littérature, que ce soit au Sahel, que ce soit dans le Sahel, que ce soit ailleurs, prend la couleur locale, ne serait-ce que par la description du cadre, du comportement des gens. Tout ça, c'est en fonction du climat. Donc si on prend dans ce sens, dans tous mes livres, que ce soit mes romans, Vieux lézard, Pagne de femme, La route des clameurs, on entend souffler le Sahel, parce que je vis au Sahel, je partage les mêmes préoccupations que les populations, nous avons les mêmes difficultés, etc. Mais ça reste quand même ouvert. C'est une littérature, comme toutes les littératures du monde, c'est une littérature propre au Sahel, parce que l'écrivain respire le Sahel, ça ressort par tous ses pores, mais il faut que le monde retrouve, le reste du monde retrouve sa part dans ce que nous écrivons. Ce qui va permettre de faire venir aussi d'autres cultures pour comprendre les réalités du Sahel. Si on fait des livres de dimension mondiale, internationale, d'autres peuples, d'autres cultures vont savoir qu'est-ce les réalités du Sahel. Tout à fait. Édouard Lompo. Alors moi, maintenant qu'on en parle, moi c'est tellement évident que quand on théorise, ça me paraît bizarre. Parce que je vous dis... Mais tout dépend de la théorie également. Oui, tout parle de la théorie. C'est très correct et puis ça me permet de dire, tiens, je faisais la littérature du Sahel. Parce que c'est tellement évident que dans ma tête, c'est ce qui se passe. Je vous donne juste une anecdote. Il y a eu un chanteur, je crois, antillais, qui est venu au Niger et puis la télévision nationale lui posait des questions. Et tout ce qu'il a sorti, la première question, il a dit, mais votre terre est rouge. Mais moi, je ne comprenais rien du tout. Il dit, depuis quand la terre est rouge chez nous? Mais il faut aller de l'autre côté pour voir. Ça veut dire, pour nous, c'est tellement évident que une littérature, ça existe de facto. Toutes ces définitions-là se recoupent et puis c'est tellement évident. Donc pour moi, c'est une littérature qui existe. Évidemment, comme l'a dit mon collègue, évidemment, la littérature nigérienne est différente un peu de la littérature burkinabé, même si nous avons à peu près les mêmes soucis. Donc pour moi, c'est vraiment d'une évidence voilà, on va dire naturelle. Orokia Toubarou. Oui, je pense que je m'aligne derrière ce que Dr Sanou a dit par rapport à la pluralité, à l'emploi du pluriel ici et parler des littératures du Sahel. Parce que déjà, c'est vrai que chaque pays aura sa manière de faire ressortir le Sahel dans ses œuvres, mais il y aura une diversité dans les approches. Donc, je pense que le pluriel, c'est ici. Et je pense aussi qu'on peut parler d'une littérature du Sahel parce que peut-être au-delà de la géographie, c'est des peuples qui ont des conditions climatiques, peut-être de la culture où il y a beaucoup d'affinités. Donc, on pourrait parler aussi de cette littérature. D'accord. Et donc, pour cette émission, on va aborder 3 axes. D'abord, dans le premier axe, la dynamique des créations littéraires au Sahel. Et le second axe va s'intéresser aux dynamiques de diffusion littéraire au Sahel. Et enfin, on terminera par les dynamiques de réception littéraire au Sahel. Docteur Sanou, quand on parle des littératures du Sahel, est-ce qu'on peut aussi parler des courants littéraires qui émergent dans cette partie du monde? Peut-être pour revenir avant les courants même, c'est de voir le contexte dans lequel on crée ces littératures. Donc ce sont des hommes et des femmes qui s'inspirent, comme on l'a dit au départ, de réalités vécues par un certain nombre de populations. Et ces réalités vont induire tout de suite des thématiques qui seront récurrentes. Donc des thématiques telles que celle qui nous vient à l'idée tout de suite, c'est celle de la sécheresse.
Donc on est conscient que la sécheresse va justement conditionner le vécu quotidien. C'est une question de vie ou de mort quelquefois. Donc des questions d'errance, de migration. Donc vous voyez, il y a tout un processus qui va permettre aussi une installation de pratiques littéraires, et ces pratiques littéraires vont s'imposer progressivement. Et on verra par exemple que dans les années 70, à la fin des années 70, toute la bande ouest africaine a subi la sécheresse. Donc on va se rendre compte que c'est comme si cette thématique-là était obligatoire, même si l'écrivain se sent peu touché ou pas touché par rapport à son lieu de vie, mais on se rend compte qu'il soit sur le continent ou ailleurs, ça devient une problématique dont il faut parler. Mais est-ce que ça devient un devoir pour lui? Un devoir, un engagement, peut-être de témoigner de son époque. Exactement, et c'est pourquoi les littératures africaines sont en généralement taxées de littérature des témoignages ou de littérature de combat, en fonction de ce qui va être l'apport de l'écrivain. Ce n'est pas une obligation de prendre une telle thématique, mais c'est comme si on essayait de ne pas être hors du temps. Parce que chaque écrivain aussi est l'acteur de son temps, ce qu'il ne faut pas oublier. Donc, en ce moment-là, il y a des pratiques littéraires, il y a la poésie, le théâtre, tout ce que vous voulez, le roman surtout dans le contexte francophone. C'est le roman qui va, en tout cas, prendre plus d'ampleur. Et on va se rendre compte que dans ces pratiques littéraires-là, les récits qui s'appuient sur des personnages forts, des récits qui s'appuient sur des narrations fortes. Donc, il faut toucher le lecteur, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs. Monsieur Diarra parlait quelque part de l'universalité du sujet. On est d'abord proche d'un sujet parce que c'est localisé, mais après, on va voir que dans la question de réception, ce qui peut toucher un Africain du Sahel peut valablement toucher quelqu'un dans le monde. Voilà. Oui. Donc pour moi, c'est vraiment ça la question des courants. La recherche d'une prise en charge de sujets locaux, mais qui vont parler au monde. Voilà. Oui. Et Dramane Konaté, en écrivant par exemple une de vos dernières œuvres, ça et là, peut-être que vous avez pensé au contexte, mais est-ce que quelque part ce contexte a joué dans votre inspiration? Oui, je crois que vous parlez de l'ancrage endogène, d'abord de ces formes de littérature dans leur diversité, mais aussi de la littérature engagée ou de la littérature de l'engagement. Il y a des choses. C'est un jeu de mots. Non, la littérature engagée, c'est cette littérature qui prend, j'allais dire, qui a des relents un peu politico-idéologiques, des relents de positionnement par rapport à une cause. La littérature de l'engagement, c'est aborder les termes, ou du moins les thèmes, les thématiques sociétales et sociétales dans leur transversalité. La question de la femme, la question de la siccité, la sécheresse, si vous voulez, pour parler simplement. La question, par exemple, du vol des objets précieux, des objets d'art, oui, etc. Puisque dans Sahel, il ressort que... Effectivement. La question même des maladies que nous avons, des maladies au niveau du bétail. Vous savez que le Sahel est propice, cette géographie, j'allais dire, est propice à l'éclosion, ou si vous voulez, à l'élevage, dont le cheptel est très important, mais justement, des maladies qui touchent à la fois le bétail et les humains. La question de la famine dont vous avez parlé. Donc, de façon transversale, on aborde ces thématiques-là. Pour ce qui concerne la littérature de l'engagement. Maintenant, pour ce qui concerne l'œuvre Sahela, l'ancrage endogène, je préfère endogène parfois à local. C'est-à-dire que c'est vrai que le terme de l'endogénisme a été développé par Joseph Kizerbo, parlant notamment du développement endogène, mais les contenus de l'endogène sont tels que cette littérature dont nous parlons, moi je dirais, s'inspire beaucoup plus de l'oraliculture, c'est-à-dire la culture de l'oralité, qui nous permet de penser, d'écrire et même
d'agir parce que aussi l'écrivain a un rôle social qu'il joue, évidemment. C'est la raison pour laquelle les thématiques émergentes, en dehors de celles dont je viens de parler, sécheresse, pandémie, etc., les thématiques émergentes aujourd'hui au Sahel, naturellement, c'est le terrorisme. La crise sécuritaire qui s'écoule. La crise sécuritaire et humanitaire, etc. Et certaines de nos œuvres, notamment la triade de sang, à tel point que on a estimé qu'il fallait inscrire ça au programme scolaire. Oui. Ouais. Et Ousmane Diarra, ils l'ont dit, notamment Dr Sanou, il y a le contexte qui prime pour beaucoup dans ces littératures, mais est-ce que, vu de cette façon, on ne devient pas clivant quelque part? Je suis conteur, j'ai passé plus de 32 ans à compter à travers le monde, en plus du roman. Pour parler de la littérature avec la réalité, j'espère que vous allez les livres, surtout ce qui se passe actuellement. Dans mon premier roman, Vieux Lézard, publié en 2006, j'ai mis le doigt sur ce problème d'intolérance. Parce que le personnage, à un moment, les gens lui disent 100 coups de nerfs de bœuf en attendant la charia assénée chèque. Dans Vieux Lézard, pas une de femme, sortie en 2007, j'ai décrit les terroristes jusqu'à Bamako. Et celui qui va casser la baraque, je l'ai appelé capitaine Tessera Kone. Capitaine Tessera Kone. Dans la route des clameurs, peut-être que vous allez voir tout ça, ça ne parle que du Sahel, des problèmes. Mais comme je l'ai dit en réponse un peu à M. Konaté, il ne faut pas oublier que le Sahel a toujours été, presque après le temps d'une grande stabilité avec les grands empires, au 19e siècle, à la mi-19e siècle, le Sahel s'était transformé en champ de bataille. Donc, dans mes romans, ce n'est pas seulement l'actualité. Je fais la trait d'union entre l'histoire. Je convoque l'histoire dans mes romans pour expliquer. Parce que ce qui avait provoqué ces dévastations, l'idéologie ou les idéologies qui avaient provoqué ces dévastations, j'ai senti venir et s'imposer ces mêmes intolérances. Comme quoi, pour vous, la mémoire est importante. La mémoire pour situer très importante. D'ailleurs, l'actualité. Dans la route des clameurs, quelqu'un le dit, la mémoire est tellement importante, mais qu'il faut faire attention. L'oralité, quand elle prend du temps, l'oralité, ce qui est mal et qui était décrit dedans devient bien. Donc les héros deviennent souvent des bourreaux. Les héros d'hier deviennent peut-être des bourreaux d'aujourd'hui. C'est ça. C'est ça un peu le problème de l'oralité. Je ne dis pas que je suis oraliste, je suis conteur. Je suis conteur, je m'inspire beaucoup de la littérature et en la orale. matière, on dit souvent que ça dépend de qui raconte l'histoire. Si c'est le lion ou si c'est le chasseur. Voilà. Oui. Si c'est le lion ou si c'est le chasseur. Oui. Si c'est le lion ou quand on se penche sur l'histoire du Sahel, chaque fois c'est comme ça. Amadou Edouard Lompo. Par exemple, si vous regardez la littérature nigérienne, les anciens, ce qu'on appelle les anciens, les premiers écrivains, c'est pratiquement leur thématique. C'est toujours le Sahel, la sécheresse, les famines. Ouais. Maintenant, moi personnellement, en tant qu'écrivain, homme de théâtre, j'aborde rarement ces thèmes-là. Peut-être de façon sibylline dans mes œuvres, mais je n'en parle pas beaucoup. Peut-être que ça vient naturellement, mais je n'en parle pas parce que je n'ai peut-être pas connu la sécheresse, mais je sais ce que c'est que la famine, on en parle, voilà. Il y a de cela. Maintenant, plutôt dans les œuvres, ce qui transparaît, c'est surtout le terrorisme que nous vivons. Nous vivons le terrorisme. Alors, moi, je suis tellement révolté par le terrorisme que je l'ai dépassé. Pour moi, on va gagner ça. On va gagner cette guerre. On est en train de gagner la guerre. Et moi, j'écris un roman où, pour moi, le terrorisme est fini.
En tout cas, mon prochain roman que je sors dans quelques mois, c'est cela. C'est bien d'être dans les imaginaires. C'est fini. Non, pour moi, c'est pas imaginaire, c'est fini. Ouais. Ils vont perdre, ils vont devenir des gens qui vont se louer. Enfin, ce que j'ai remarqué, c'est que le terrorisme m'a tellement presque traumatisé que je trouve que nos petites dictatures qu'on décrivait il y a quelques années, je trouvais que c'est pas mal. C'est des petites dictatures, c'est des gens qui sont là, qui cherchent un peu l'argent, la corruption et tout. Je trouve que si on pouvait revenir à ça pour pouvoir les dépasser, c'est encore mieux que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je crois que c'est un mal tellement grand que pour moi, je le dépasse et je fais autre chose. Je passe dans une autre... projeté dans pour moi, c'est fini. Un bilan d'espoir, d'espérance. C'est fini, ils sont morts et puis on va passer Madame Barrow. Concernant... Oui, parce que quand on lit votre... C'est un recueil de nouvelles. Oui, et quand on le lit, on voit que la question de la femme est prégnante dans votre démarche de je ne sais pas, si Dr Sanou me le permet, de racontage ou voilà, des narrations. Effectivement, je pense qu'en tant qu'auteur, moi je considère que je suis un témoin de mon époque. Et j'essaie d'aborder les sujets qui me touchent d'abord. Et en tant que femme ayant grandi, disons, dans une famille modeste, dans un milieu modeste, je vois comment la condition de la femme évolue. Et surtout la condition aussi des enfants. Donc, j'ai surtout parlé des vieilles femmes, de l'allégation et de sorcellerie qui est souvent attribuées aux vieilles femmes et elles sont exclues de la société. Et j'ai également parlé des sujets qui ont attrait à la pauvreté. Mais je pense également que dans ces thèmes, le Sahel se retrouve parce que généralement dans les pays du Sahel, la condition de la femme est souvent déplorable. Je ne sais pas si c'est lié à nos cultures ou au niveau de développement de nos États. Mais je trouve que la question de la femme, la condition de la femme, les violences faites aux femmes et les droits des enfants, c'est également une thématique qui peut mobiliser les pays du Sahel et également qui vont toucher des peuples, voilà, d'autres continents. Oui, docteur Sanou, mais quand on parle de ces courants littéraires au Sahel, est-ce que, où est-ce qu'on met la question de la transmission? Est-ce qu'elle est importante ou est-ce qu'elle est peut-être juste effleurée? Pas du tout. On est toujours dans une question de transmission. Je suis très contente que M. Diarra ait évoqué les questions des littératures orales. Et on sait très bien comment on est passé de l'oralité à la présence de l'écriture. Et l'écriture, on va dire, de création. Et Dr Konaté l'a bien marqué. Et même nos littératures écrites sont bien imprégnées des récits oraux. Et c'est ça une marque. Donc ça devient une marque aussi de nos littératures. Vous parlez peut-être de spécificité et c'est l'une des particularités les plus importantes. La question de la transmission. La question de la transmission par l'oralité. Oui. On est dans l'écriture et on sait depuis par exemple les travaux depuis les années 80 de quelqu'un comme Mohamedou Kane, on se rend compte que l'une des premières marques de singularité des littératures africaines écrites, c'est bien entendu le passage des textes oraux dans la littérature écrite. On se rend compte qu'en lisant un roman, on est presque dans une épopée, dans un mythe, dans un conte, etc. Les devinettes se retrouvent à plusieurs pages, des chants, des prières, etc. Donc c'est vraiment une chose importante à faire remarquer dans ces productions sahéliennes. Si voilà, je m'engage sur cette expression-là. Et cette transmission ne se fait pas seulement par l'oralité. Donc ceux qui lisent maintenant ces textes-là sont imprégnés non seulement de leur histoire passée, qui a été transmise oralement, mais sauvegardée. Donc, on peut dire en quelque sorte que la littérature écrite vient poser un pan important de conservation de nos textes. On sait par exemple que les contes d'Amadou Koumba ne seraient pas connus aujourd'hui si quelqu'un comme Birago Diop n'avait pas traversé tout le Sénégal. Malgré le fait qu'il soit vétérinaire, il a pris sur lui l'engagement d'aller écouter les vieux sages et de transcrire ces textes. Donc, on se rend compte qu'il y a un travail important et quand on lit justement ces contes-là, on se retrouve parfaitement dans les conditions sahéliennes, la description des espaces. Donc, même si le sujet Sahel lui-même n'intervient pas de façon très spécifique, on se rend compte que le parcours, les espaces, la description des habitats, l'organisation de la famille, etc., tout ça, c'est très, très, très sahélien. Donc, on est en pleine question de transmission. Et un auteur chez nous, Baba Ama, pour ne pas le citer aussi, a toujours écrit sur le Sahel.
Presque toujours. Presque toujours. Et quand je lui ai posé la question, docteur Konaté, il dit que je veux qu'il écrive sur quoi? Puisqu'il est du Sahel, il respire et il transpire le Sahel. Et ce n'a pas été le cas pour vous. Comment cette transmission ça a été? Vous êtes originaire de l'Ouest, mais vous arrivez à écrire de façon formidable sur ces écritures, en fait, sur ces réalités du Sahel. J'ai d'abord étudié ou appris la culture, ou si vous voulez, des choses sur la civilisation de l'universel, avant de revenir chez moi et voir dans le parallélisme des formes. Qu'est-ce que nous pouvons donner, l'Afrique ou le Sahel, pour circonscrire, au rendez-vous du donner et du recevoir? Quand je dis que je suis universaliste, je suis pour la culture universelle. Mais je suis sahélien à 100%. Donc quand je vais au rendez-vous du donner et du recevoir, c'est ma culture que j'apporte. Cette marque et d'identité. Aussi, j'emprunte aux autres ce qu'ils ont. Par exemple, la langue française nous permet d'écrire, de transmettre nos pensées. Mais entre-temps, on se rend compte, comme Amadou Kourouma, dans Le Soleil des Indépendances, que les subtilités langagières que nous avons dans nos dialectes, si vous voulez, le français ne permet pas de transmettre ça comme il se doit. C'est la raison pour laquelle, et je suis tout à fait d'avis avec Dr Sanou, cette culture de l'oralité, et le terme que nous avons forgé, c'est l'oraliculture. Parce que longtemps, vous voyez, le colonisateur, quand il est arrivé, il dit « les Africains n'ont rien écrit ». Tout à l'heure, vous parliez du chasseur, du lion et tout. Chacun raconte son histoire. Et nous nous rappelons bien l'Institut français d'Afrique noire, où on avait entreposé, vous voyez, les différents écrits faits par le colonisateur. Et il y a un qui est allé loin. Ça, ce sont des amis de l'Afrique qui ont parlé de décivilisation. Parce que le colonisateur n'a pas estimé nécessaire d'exploiter les sources orales. Alors que qu'est-ce que Kizerbo a dit à l'UNESCO? Il dit que, par exemple, le griot, vrai griot, hein, pas ceux qui fréquentent les mariages, les baptêmes, non. Le vrai griot est un analyste. C'est la mémoire. Il est dépositaire de la mémoire collective. Et de père en fils, il transmet les savoirs. Alors, si vous prenez Crépuscule des temps anciens, de Nazi Boni, jusqu'à la page 15, c'est l'oralité. D'ailleurs, je crois qu'il commence l'œuvre par, je ne me rappelle plus la formule, il y a de cela combien d'années? Moins. La culture boit, les modes de vie, les systèmes de valeurs, les traditions apparaissent dans cette œuvre-là. C'était un historien, hein, Nazi Boni, mais il a eu à transcrire. À partir du chapitre 15 précisément, il a parlé de la grande insurrection, la première insurrection au Burkina Faso, au risque de froisser un peu les syndicalistes qui disent oui, la première insurrection au Burkina, c'était en 1966. Non, je ne suis pas d'accord. La première grande insurrection qui s'est transformée en guerre, c'était en 1915-1916. Le soulèvement du Bani Volta. Du Bani Volta. Et quand Nazi Boni, en tant qu'historien et chroniqueur, il vous décrit cette partie ou cette page de l'histoire de notre pays, vous êtes édifié. Et il dit avoir tiré les sources même, en fait, les éléments des sources coloniales, où des capitaines, des commandants à l'époque ont témoigné en disant que la bravoure de ceux du Bani Volta était édifiante. Parce qu'ils n'ont jamais été confrontés, où on voit des femmes qui se ruent sur des canons, des chars, là, pour y extraire le boulet qui crache, le canon qui crache le feu. Et le père de famille qui est défait par l'armée coloniale à l'époque, il réunit toute sa famille et ils mettent le feu à la case. Et c'est un historien, Nazi Boni, s'inspirant des sources orales, qui a eu à écrire. Et l'œuvre a été préfacée par Léopold Sédar Senghor. Oui, à tous les trois, Ousmane Diarra, Orokia Toubaro et Édouard Lompo, est-ce qu'en tant qu'écrivain,
dans cette dynamique de création littéraire au Sahel, vous vous sentez en mission? Orokia Toubaro, peut-être vous êtes la plus jeune. Oui, je pense, parce qu'écrire déjà, c'est un engagement. Donc la mission, c'est de transmettre déjà aux plus jeunes ce que nous savons de notre société et de nos valeurs. Moi, comme je l'ai dit, j'ai écrit sur la femme, j'ai écrit sur les enfants, j'ai écrit sur les déplacés internes. Mais à chaque fois, j'essaie aussi de me rappeler de comment on me contait les choses, des citations que j'ai apprises dans mon enfance. Et j'essaie dans ma narration de faire en sorte que celui qui va me lire découvre des choses sur ma culture, sur nos valeurs et autres. Donc, je pense que ce soit dans le choix de mes thématiques, que ce soit dans la caractérisation de mes personnages ou les lieux que je choisis pour les amener par-ci, par-là, j'essaie toujours d'être ancrée dans ce que moi-même j'ai appris quand j'étais enfant. C'est vrai que je n'ai pas grandi au village, mais on avait l'occasion d'avoir des oncles, des tantes qui venaient souvent et on avait cette l'occasion... question de l'oralité, voilà, de la l'oralité, transmission. voilà, on n'est pas trop oui, tout à fait cultivé dépaysé. là-dessus, mais c'est qu'on sait, Et on l'oralité essaie de vous a le permis de ne pas transmettre. être dépaysé Voilà, ou déconnecté. on essaie de le transmettre aux plus d'une jeunes. certaine réalité. Et c'est sûr qu'au fil des ans, on va plus avoir cette facilité de transmettre. J'étais prof au lycée Kassé. Au lycée Kassé, c'est le deuxième plus grand lycée du Niger. Et j'étais avec mes étudiants, enfin mes élèves, et on avait une troupe. Parce qu'on n'avait pas de livre pour faire les études d'œuvre intégrale, on a créé une troupe avec les profs, on a créé une troupe scolaire. Donc on avait beaucoup de comédiens, 65 je crois. Et on devait être 8 metteurs en scène, mais les 7 autres sont partis me laisser. Donc je suis resté avec les jeunes. Et c'est là où je commençais à écrire. J'étais obligé d'écrire pour retenir les 65, parce qu'on n'avait pas de pièces pour retenir 65 personnes. Et un jour, justement, je parlais de Kassé, et puis je me suis rendu compte que personne ne savait. En fait, beaucoup de jeunes ne savaient pas qui était Kassé, pourtant c'est le nom du lycée. Donc je me suis dit, j'étais en mission là. J'étais obligé d'écrire une pièce qui s'appelle Kassé, la sœur de l'empereur, parce que Kassé, c'est la sœur de l'empereur Soni Alibert que tout le monde connaît. Donc j'étais obligé de l'écrire cette pièce-là. Donc de façon terre à terre, c'est un peu ça. Et sans aller dans les grandes théories, au moins, je me dis, si j'écris ça, les enfants sauront qui était Kassé, et voilà. Et je crois que ça, on a tourné cette pièce, on l'a joué plusieurs fois. Et, mais même comme monsieur Konaté parle d'universalisme, moi je me dis parfois c'est le singulier qui amène ça, qui fait qu'on va vers l'universalisme. Parce que maintenant je crois que la grosse tendance, par exemple quand je vois les écrits, parce que si vous voulez vous faire éditer en Europe aujourd'hui, vous savez ce que vous devez faire. Il y a des thématiques, vous les abordez, vous êtes édité. Il y a la question de la diffusion qu'on va aborder bientôt. Maintenant, au niveau de Toni Morrison, grande, que tout le monde connaît, prix Nobel, elle a dit, moi j'écris pour les Noirs. C'est une Noire américaine, elle a dit, moi j'écris pour les Noirs. Maintenant, si ça plaît aux gens, c'est mieux. Si ça ne plaît pas aux gens, pourtant, ça ne l'a pas empêché d'avoir un prix Nobel. Tout à fait. Ça veut dire que son histoire, quand vous écrivez bien votre histoire de votre pays, ça ne peut que toucher les autres. Mais ce besoin de se laisser dominer par les autres ou de vouloir aller vers les autres, parfois, ça fait qu'on ne s'en sort pas beaucoup. Voilà. Ousmane Diarra. Oui, la question c'est... Est-ce que vous vous sentez en mission? J'écris pour n'être complice de personne. J'écris pour n'être complice de personne. C'est-à-dire, je cite, paraphrase Borjas, l'humiliation et l'angoisse, c'est l'outil de travail du poète. Donc, je ne me fixe pas comme objectif, ça va atteindre ça. Mais je m'inquiète. Les mouvements de la société, je m'inquiète. Les paroles prononcées contre les plus faibles, ou quand je vois un homme, mari s'acharner injustement à punir sa femme, tout ça, ça me parle. Oui, mais est-ce que de là à peut-être penser une certaine culpabilité pour les autres, c'est pas osé? Joseph Kizerbo l'a dit, nous avons des pyramides à bâtir, chacun construit sa part et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Je m'inquiète. J'ai vu des choses, je sens des choses dans ma société. Ça ne passe pas. Je suis orphelin de père et de mère, à l'âge de 2 ans. Donc j'ai traversé tout pour arriver à Bamako. Oui. Les intolérances. Vous avez traversé le désert. Et voilà, les intolérances de notre société, c'est incroyable. C'est incroyable de nos sociétés. C'est pour cela qu'il faut, bien sûr, les choses sont venues d'ailleurs, mais moi, ma préoccupation, c'est d'abord qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes et
les maux que nous nous infligeons à nous-mêmes et qui souvent nous mettent en retard, mais qu'on oublie. On ne dit pas, nous avons toujours été beaux, grands, etc. Alors qu'il y a ces failles-là. Exactement. Se regarder dans le miroir. C'est regarder dans le miroir. Oui. Donc non seulement j'interroge de loin, mais j'interroge aussi de l'intérieur. Je m'interroge. Une introspection. Oui, docteur Sanou, on va aborder peut-être juste un aspect sur cette dynamique de diffusion de ces littératures du Sahel. Comment ces littératures sahéliennes sont diffusées? En général, dans l'évolution justement on va dire des champs littéraires en construction à partir des indépendances, on se rend compte que chacun des pays va, à travers ses écrivains, parler de réalités propres. Et parler de ces réalités propres, ce n'est plus édité forcément dans des pays comme la France, etc., pour l'espace francophone. C'est de construire justement toute une institution littéraire au niveau national. Donc s'il y a des écrivains, il faut qu'il y ait des structures comme les maisons d'édition et plus tard justement, on va dire, la position de lectorat. Donc on a ces différentes entités, les écrivains, les éditeurs et les lecteurs. Donc progressivement, chacun des pays va mettre en place, en fonction des moyens qu'il possède, cette industrie du livre. On n'a pas le même nombre de maisons d'édition, on n'a pas la même position pour ces maisons d'édition, on n'a pas le même lectorat. On se rend compte que, en tout cas, la diffusion passe essentiellement par la mise en place de structures de promotion locales, mais qui ne vont pas à l'encontre d'auteurs qui publient aussi en Europe. Donc il ne faut pas dire que c'est forcément un combat pour dire c'est mieux coté forcément quand c'est publié en Europe, mais on sait que ça permet une meilleure diffusion, parce qu'on sait que localement, les maisons d'édition n'ont pas toutes les possibilités de promotion. Donc on sait généralement que quand un livre paraît en France, il y a des maillons plus avancés dans ce système-là. Il y a des gens qui étudient spécifiquement l'édition, etc. Mais on peut aussi, dans le même sens, parler d'une diffusion universitaire. Il ne faut pas oublier à ce niveau-là que plusieurs travaux aussi, donc il ne suffit pas d'écrire, mais il faut de la critique aussi. Tout à fait. Donc il y a en même temps qu'il y a la construction par les créateurs, il y a aussi une construction d'une critique littéraire. Et cette critique littéraire va prendre en compte les spécificités aussi du Sahel. Et si on revient à un cas du Burkina, on se rend compte que depuis les travaux des années 80 du chercheur professeur Salaka Sanou, qui est aujourd'hui à la retraite, mais en tout cas qui est l'un des pionniers à écrire sur la littérature burkinabé, on sait que déjà, et même à conceptualiser les littératures du Sahel. Exactement, oui. J'allais en venir. C'est la question du RELIS, qui est le réseau justement d'études littéraires du Sahel. Donc, il y avait déjà, à la fin des années 80, ce projet qui a cheminé jusqu'au début des années 2000 et qui a permis justement un travail pluridisciplinaire, interuniversitaire, pour étudier, analyser, comprendre les productions du Sahel. Dramane Konaté, je le vois sourire, parce qu'il a beaucoup de choses à dire à ce propos. Il est écrivain, il est critique, conseil éditorial et il a fini par être éditeur. Et ça veut dire que la question de la diffusion est prégnante, elle est problématique. Ici au Burkina Faso, il y a une stratégie nationale de développement du livre. Et il y a une loi qui a été votée en 2019, c'est assez récent, c'est vrai, sur le développement de la filière du livre, où tous les maillons sont pris en compte. Maintenant, quand vous parlez de problèmes de diffusion, bien sûr, l'État ne fait que créer l'environnement législatif et réglementaire en la matière. Il faut une professionnalisation des acteurs eux-mêmes. Et le maillon manquant, habituellement, c'est la distribution, c'est la diffusion. Donc vous touchez du doigt une des réalités pour ce qui concerne le livre. Quand on parle de diffusion, de distribution, et même jusqu'à la promotion, c'est vrai que la critique littéraire fait son travail. En principe, quand l'œuvre paraît, immédiatement la critique doit se mettre en branle. C'est ce qui se passait, bon, bien sûr, dans les années Lumière, sous d'autres latitudes. Tout à fait. Mais les ici, cafés s'organisaient, quoi, et puis voilà. Donc, que ça sorte peut-être un peu du
de cadre académique et universitaire pour redescendre au niveau du grand public qui accueille favorablement, qui a écrit, on dit, c'est une œuvre de belle facture. Jacques-Prosper Bazier, qui a écrit sur l'épopée, sur la saga de Tiefo Amoro face à Samori Touré, dont il a tué le fils. Tout ça, voilà des choses comme ça que le grand public, aujourd'hui, la jeunesse, parfois quand on en parle, il dit, ah bon, on a eu un héros de ce genre-là. On dit, ah oui, chi. Et même, tout à fait. Ousmane Diarra, vous avez une expérience tout à fait particulière dans cette question de diffusion littéraire de vos œuvres. Même si vous les publiez localement, vous êtes aussi amené à regarder par la fenêtre de l'international. Est-ce que c'est pour un besoin de reconnaissance ou peut-être c'est beaucoup plus guidé par les réalités du terrain pour être lu par un plus large? J'ai publié au Mali. D'abord, mais mon premier manuscrit a été brûlé au Mali dans l'attaque en 1994. Ils ont détruit toutes les structures des éditions Diamana. Mon manuscrit a été brûlé dedans. Deuxième manuscrit, je l'ai donné d'abord aux maisons d'édition au Mali, avant de l'envoyer à Gallimard. Je crois qu'ils doivent les avoir. Même le deuxième manuscrit, certaines maisons doivent l'avoir. Donc, c'est... Bien sûr, j'y suis allé chez Gallimard parce que c'est diffusé, mieux diffusé. Même au Mali, on peut le trouver dans les librairies maliennes et ailleurs au monde. Il y a cette part-là de reconnaissance à l'international, parce que même pour que mes livres, pas seulement mes livres, je me suis rendu compte que les livres publiés au Burkina ne viennent pas au Mali. Et les livres publiés au Mali ne viennent pas au Burkina. C'est toute la sous-région. Alors qu'en Afrique australe, je suis allé en Afrique du Sud, Zimbabwe, les auteurs zimbabwéens, etc., etc., les livres, les œuvres circulent dans le pays. Donc, pour revenir à ce que vous avez dit, madame, je crois qu'il nous faudrait créer un réseau ou des réseaux de diffusion au sein des pays de l'Afrique. J'ai émis l'idée à Durban. Pourquoi ne pas créer une foire itinéraire, foire du livre itinéraire? Cette année, c'est à Bamako, l'année prochaine, Ouaga, etc., etc. Parce que si on ne fait pas ça, le savoir endogène, comme vous l'avez dit, ne circule pas. Hein. C'est une réalité. Le savoir endogène est beaucoup plus africain est beaucoup plus connu ailleurs, en Europe, qu'en Afrique. Parce qu'il n'y a pas d'échange entre nous. Oui. Intersahélien, quoi. Intersahélien, interafricain, il n'y en a pas. Je suis allé à l'université, Bibliothèque nationale d'Urban. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, je n'ai trouvé qu'un seul écrivain africain là-bas, franco de langue française. J'ai fouillé leur bibliothèque, un seul écrivain francophone. Son livre, c'est Sédou Badian. Kouyaté. Et je sais pourquoi. Parce que j'ai réfléchi. Il n'y a pas les Senghor, hein, les Aimé Césaire. C'est pourquoi. Parce qu'il a écrit Chaka. C'est vraiment le gros problème qu'on a. Je crois que si vous allez sur le... Parce qu'on est à la philo, vous verrez qu'on n'a que 3 millions d'éditions qui ont pu faire le déplacement pour venir ici, aidé par le ministère qui a affrété un avion carrément spécial pour qu'on puisse y venir. Mais il n'y a pas vraiment de maison d'édition. Il n'y a pas vraiment de maison. Ça commence à s'installer. Comme je dis, il y a peut-être 3 ou 4 maisons d'édition. Et ce qu'il y a surtout, c'est des imprimeurs qu'il y a. Et donc les jeunes, je crois qu'ils sont tellement pressés, ils sortent les étapes, ils vont voir les imprimeurs. Et quand les livres sortent, moi je suis directeur général de la Bibliothèque nationale du Niger. Et donc, naturellement, vous devez déposer des œuvres à la Bibliothèque nationale. Alors, oui, dépôt légal, au moins 2 œuvres obligatoires. Et quand je pense à ces œuvres-là, je lis, parfois, c'est une catastrophe. Parfois, il y a des fautes à toutes les pages. Oui. C'est-à-dire que c'est même pas le contenu. Même si le contenu est intéressant, il y a des fautes inadmissibles. C'est-à-dire qu'il y a des étapes qui sont sautées.
Les étapes qui sont sautées, parce que comme vous l'avez dit, les éditions, il manque tellement de oui, il y a des maillons professionnels de la chaîne qui manquent. Voilà. Exactement. Donc, professionnalisé, oui. On comprend aussi les jeunes, parfois ils vont vers les autres maisons, ça ne marche pas, parce qu'on leur demande de l'argent pour éditer, parfois on leur demande un certain nombre de choses. Et aussi, peut-être qu'ils ne veulent pas se soumettre à une certaine contrainte. Oui, une certaine contrainte terrible. Moi, j'ai lu aussi. Hier, il faut c'est pas être méchant envers eux. C'est pas mon immortalité. Notre immortalité, c'est les jeunes. Pour que même la littérature, ce que nous écrivons, c'est les jeunes qui vont les lire, c'est les jeunes qui vont nous critiquer plus tard, etc. Donc on ne peut pas être contre les jeunes, mais il faut de la rigueur. Pas la facilité. Vous publiez, vous sortez une sorte de fascicule, vous allez voir un imprimeur, il vous imprime avec des fautes, et même pas seulement des fautes coquilles, mais l'histoire est indigeste. Oui. Et vous brandissez ça, je suis un écrivain. J'ai un roman, j'écris. Ça pose problème. Et si nous ne, je conclue, et si nous ne faisons pas attention, la chaîne va être rompue. Oui, Dramane Konaté. Non. En fait, pour que les jeunes puissent comprendre, il y a des jeunes lecteurs, il y a des jeunes écrivains. Mais on a une jeune écrivaine avec nous, elle pourra dire son mot aussi. Elle va dire son mot. Oui. Il ne faut pas les accuser. Dans la chaîne, il faut leur donner la parole. Non, on ne les accuse pas. Voilà, il faut leur donner la parole. Parce que Docteur Sano et moi, nous sommes au sein de la commission d'identification technique des œuvres littéraires et artistiques du BBDA. Et section littéraire, qu'est-ce que nous ne voyons pas comme œuvre? Effectivement, on a suggéré au BBDA les fiches de déclaration, là, ceux qui viennent, BBDA, c'est le bureau burkinabé du droit d'auteur chez nous. Il y a une case éditée, non éditée, imprimée, purement et simplement. Parce que le jeune là qui est pressé là, il va voir effectivement un imprimeur et il vient, il dépose, il se déclare auteur. Parce qu'il y a des dividendes, des royalties derrière. Mais tant que l'œuvre n'est pas éditée, ça ne peut pas passer. Donc, nous, quand nous statuons au cours de nos sessions, nous disons non, l'œuvre en réalité n'a pas été éditée. Parce qu'une œuvre éditée, il y a nécessairement des mentions techniques, il y a des normes, il y a des mentions légales, etc. Donc, il faut que la jeunesse comprenne. L'auteur, il écrit. L'éditeur, il conçoit le livre dans un format bien précis. L'imprimeur, il fabrique le livre, matériellement. Donc, un imprimeur ne peut pas être un éditeur. Non. Ouais. Voilà un peu la différence. Oui. Orokiatou Baro, vous êtes pressé, si pressé que ça, que vous avez plus recours aux imprimeurs qu'aux éditeurs? Sur cette question, je pense que ce serait un peu difficile pour moi d'apprécier ce que les autres jeunes font en termes, les chemins qu'ils empruntent pour pouvoir éditer leurs œuvres. Peut-être qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. Peut-être que la chaîne n'est pas assez organisée pour permettre aux jeunes aussi de pouvoir éditer dans les règles de l'art. Moi, en tout cas, j'ai eu la chance d'être édité, je peux dire, par une maison d'édition où j'ai bénéficié d'une correction éditoriale avant d'être édité. La grande difficulté que j'ai eue, c'est après l'édition, parce qu'après l'édition, on m'a donné tous mes exemplaires. C'était à moi de me débrouiller maintenant pour la distribution. Pour la distribution. Et là, il faut aussi voilà. redoubler d'ingéniosité, de stratégie pour pouvoir écouler son œuvre. Donc, je pense que si, au niveau des maisons d'édition aussi, il y avait cet aspect à prendre en compte, même si c'est un contrat pour la promotion. Ce qui n'est pas normal, excusez-moi de vous interrompre, on ne doit pas laisser à l'écrivain de diffuser son œuvre. Ce n'est pas normal. Ouais. C'est ce qui est... Ça dépend du contrat. Ça dépend oui, c'est vrai, c'est un contrat. Si c'est un compte d'auteur. Absolument. Oui. Donc, c'est à vous de vous organiser. Et voilà. Ça, c'est souvent, il y a de grands écrivains qui sont lancés. Leur première, c'est un compte d'auteur. Mais ma fille, il faut faire attention. Il y a je le disais hier, il y a des résidences d'écriture dans tous les pays du monde. La première condition, c'est être édité à compte d'éditeur. Publié à compte d'éditeur. Donc, si vous êtes édité à votre propre compte, si vous présentez, ça ne passe pas. Or, les spécialistes qui sont là, qui analysent les dossiers, ils savent. Exactement. Même en Europe, quelle maison d'édition publie à compte d'auteur, ils savent. Exactement.
Diarra, c'est juste apporter une précision. Vous voyez, ici au Burkina Faso, il y a la confusion, certainement, peut-être un peu partout au Sahel. L'éditeur est là, ça peut être une maison, une personne physique. Le problème, c'est ça. Alors, n'importe quel jeune qui est muni d'un ordinateur et qui a un logiciel se dit éditeur. Il n'a aucune notion, aucune formation en matière d'édition. Aucune compétence. Et peut-être même il n'a pas de registre de commerce, on ne le connaît nulle part. Il sort, le jeune va le voir, il sort le texte, un navet, voilà, puisqu'il n'a pas de comité de lecture, rien. Et parce que seulement il sait faire la saisie et la mise en forme, et après ça, il envoie à l'imprimerie. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus, on parle moins de maisons d'édition que d'éditeurs. Parce qu'une maison d'édition, c'est une structure, c'est une infrastructure. Et il y a tous les maillons que l'on retrouve au sein d'une maison d'édition. On va aller très vite parce qu'on nous signale que le temps qui nous reste n'est pas beaucoup. Peut-être un mot sur la question de réception, docteur Sanou. Les dynamiques de réception littéraire au Sahel. Comment peut-être cette littérature du Sahel est-elle reçue par les lecteurs? Vous avez parlé de la critique, mais il y a aussi les lecteurs qui sortent du cadre forcément des spécialistes et qui popularisent en quelque sorte ces œuvres. En fait, on se rend compte que dans le Sahel, ce sont des sujets qui vont être proches des populations. Et les lecteurs sont très sensibles à cela. Et je voudrais peut-être avant ça revenir sur la question même politique. On sait que le Sahel a inspiré le SILS, par exemple, le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Donc pour moi, il y a déjà une idée qui avait émergé à ce niveau-là. C'est une idéologie, c'est une idée de se mettre ensemble pour combattre certaines réalités. Et je pense que c'est en ce moment que la littérature aussi doit s'engager et tous les acteurs de cette littérature-là, qu'ils soient créateurs ou qu'ils soient critiques, doivent s'engager dans cette dynamique. Et je l'avais évoqué tout à l'heure, le RELIS qui a été ce réseau pendant une bonne quinzaine, presque une vingtaine d'années. Oui. Donc peut-être qu'il faudra repenser à le remettre sur pied parce qu'on est vraiment dans une actualité qui ressemble aussi, avec de nouveaux contextes, de nouveaux paradigmes et tout. Donc le RELIS a permis justement de constituer un réseau de chercheurs. Et on sait que ce réseau de chercheurs a pu mettre en place, par exemple, une revue littéraire, même si elle n'a pas produit énormément malgré la modestie des moyens financiers, malgré les supports qui n'étaient pas forcément présents à cette époque-là. On s'est rendu compte que littérature sahélienne a été une revue très importante, qui permet non seulement de faire connaître les travaux universitaires, mais ces travaux universitaires portent sur les productions, en réalité, des auteurs sahéliens. Des sahéliens, absolument. Donc c'est vraiment contextualiser nos productions, les faire étudier par nos critiques avec des théorisations propres à cet environnement-là. Et cela amène forcément la constitution progressive. On ne dit pas que le lectorat est gagné d'avance, mais en tout cas, il y a tout un conditionnement qui permet un lectorat qui se constitue, parce que ce sont ces mêmes œuvres que nous devrons mettre aussi dans les programmes scolaires. On est nombreux à avoir étudié tous ces auteurs-là depuis des classes primaires jusqu'à l'université, mais c'est un cheminement qui doit être renforcé aujourd'hui, parce qu'on a tendance souvent à reculer avec des programmes qui nous ramènent à des littératures françaises, alors qu'on devrait, comme l'a dit Dr Konaté au départ, les questions endogènes nous conduisent à repenser les contenus. Donc pour moi, cette construction de lectorat est encore à étudier. On est dans des efforts qui ont marché, mais il y a une dynamique à revoir, notamment en parlant du numérique qui doit fondamentalement être utilisé pour diffuser ces littératures. On sait par exemple qu'au Sénégal, il y a une maison d'édition qui s'intitule l'ENENA, donc les nouvelles éditions numériques africaines, qui permettent justement la diffusion de plusieurs textes, notamment de l'Afrique occidentale à travers le numérique. Donc pour moi, ce sont des dynamiques qu'il faut envisager. Docteur Konaté, oui, sur cette question de réception de la littérature ou des littératures du Sahel. Au niveau de la réception, c'est vrai que la jeunesse
est friande, quoi qu'on puisse dire, hein, de littérature. Et il y a un travail qui a été fait ici au Burkina Faso depuis quelques années, bien sûr avec la création de la Foire internationale des livres de Ouagadougou, mais aussi d'associations telles que la Société des auteurs des gens de l'écrit et des savoirs, dont je fus le premier président. L'un des fondateurs et premier président. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand on a lancé la sagesse, on a dit il faut que l'on crée une république des lettres. C'était prétentieux, hein, au Burkina Faso. Et que les jeunes lisent de plus en plus. Donc, que les livres ne restent plus dans les bibliothèques, dans les rayons de quoi, mais il faut aller dans tous les espaces où on trouve de jeunes lecteurs. Donc ce travail a été fait, mais aussi la valorisation des œuvres d'auteurs burkinabés à tous les niveaux. Nous avons mis en place même une fédération qui puisse gérer l'ensemble de la filière du livre, qui est le Graal, c'est-à-dire le groupe des réseaux associatifs et des acteurs du livre. Et tout récemment, on a mis en place Genesis, qui est le groupe pour l'expertise endogène dans le centre de la normalisation des symboles, des initiatives et des savoirs, avec de grands auteurs, dont les Baba Ama, Mahmoud Ouedraogo, etc., de sorte à instituer un dialogue intergénérationnel. Parce que, qu'est-ce qui est écrit? Si vous écrivez, pour vous-même, vous jouissez du moins vous-même de ce que vous avez écrit. Ça, c'est normal. Moralement et intellectuellement, c'est bien. Mais si la réception, le lectorat n'est pas au rendez-vous, si ce que vous dites, ça reste un peu diffus, ça reste hermétique, ça reste ainsi de suite. Oui. Donc, il faut ce dialogue intergénérationnel dans le sens de la réception. Oui, et pour vous, Ousmane Diarra, cette question de réception, ça commence par les lecteurs, mais ça peut aller aussi, Dr Sanou l'a dit, avec les travaux scientifiques sur les œuvres qui permettent aussi de pouvoir situer un autre niveau, les Anglais disent un autre level de la réception. Il y a des associations de lecteurs qu'il faut créer. Moi, j'ai créé les associations de lecteurs. Club des lecteurs à l'Institut français, certains sont professeurs à l'université d'Abidjan, à l'université Cheikh Anta Diop. Avant ma venue, ils ont célébré, le dernier à célébrer, il y avait des centaines de personnes dans la salle à célébrer son 10e anniversaire. Et c'est des jeunes donc, qui vont dans les lycées et même dans les universités pour proposer des livres, des lectures, même pas des livres, des lectures à leurs amis, à leurs camarades de classe, etc. Et ça forme un mouvement. Je pense que ça, c'est ensuite organiser, il faut le dire, les foires. Ouais. Les foires sous-régionales. Foires de livres sous-régionales. Ouais. Et diffuser, et circuler, faire circuler dans tous les pays les œuvres, les livres des écrivains. Parce que les écrivains, je l'ai dit, burkinabé, bien sûr le grand historien. Ça, non, vous voulez parler de Joseph Kizerbo. Joseph Kizerbo. Ensuite, Nazi Boni, dont j'ai lu les livres. À part ceci, les autres contemporains ne sont pas connus. Tout comme moi, je viens, ça ne m'étonne pas, je ne suis pas connu ici. Nous, écrivains africains, nous sommes plus connus en Europe que souvent chez nous. Qu'ici. Que chez nous. Ouais, on n'est jamais prophète. Et souvent, nos livres ne nous parviennent aussi que par l'Europe. D'accord. Il faut le dire. D'accord. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Voilà. On va aller rapidement à tous les deux. Peut-être la même question sur la question de réception. Dans le programme officiel du Niger, je ne sais pas si c'est la même chose au Burkina et au Mali, on a obligation, en tant que prof de lycée, par exemple, de faire des études d'œuvre intégrale. Donc chaque trimestre, vous avez une œuvre à étudier. Donc pendant longtemps, je crois au lycée Kassai, moi je suis revenu de l'intérieur du pays en 93. Et en 86, jusqu'en 96, on était 8 profs, on arrivait à faire un livre pour 2, un livre pour 4, jusqu'à un livre pour 5, on arrivait à un livre pour 7. On n'arrivait plus. Parce que je crois que les livres disparaissaient, on avait de plus en plus. On n'avait plus rien. À un moment, on s'était rendu compte que ce n'était pas possible. Même un livre pour 12, on ne pouvait pas. Donc on avait arrêté, on avait créé une troupe qu'on appelle la troupe Kassai. Et en fait, la seule œuvre qui nous restait, c'était les 3 prétendants et mari de Guillaume Oyono Mbia. Oui. Je crois que c'est tellement petit
que celui qui... Parce que je crois que le manœuvre aussi faisait quand même son business dedans. Il partait vendre ça dans les librairies par terre, justement. Oui. Et je crois que c'est tellement petit qu'il n'a pas voulu la toucher. Donc on avait des tonnes, on avait vraiment un gros tas. Donc on a dit, bon, on va créer quand même une troupe. Et à partir de là, on a créé quand même une troupe. Et puis voilà, on a donné le livre. Au moins, on s'est dit, bon, on va quand même créer cette pièce-là. On va la jouer plusieurs fois. Comme ça, tout le monde va voir d'un coup. On ne pouvait pas faire 8. On ne peut pas faire 8 séances. Voilà, c'était un peu comme ça qu'on avait fait. C'était pour vous dire qu'il faut cela. Il faut cela, et puis parfois le problème qui s'est posé aussi, parce que moi, je crois que nos programmes ont peur de changer. Pour ne pas dire nos politiques ont peur de changer les programmes. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que moi, j'ai par exemple fait donc l'introduction dans les œuvres. Sundiata Keita, moi j'ai fait. Tout le monde a fait ici, Sundiata Keita. Et on continue encore, même nos enfants continuent à faire Sundiata Keita. Jusqu'au jour où moi j'ai vu un autre collègue qui avait quand même fait ici, Ouaga, qui avait travaillé sur qui avait fait sur un poète nigérien, voilà. Et moi je l'ai invité à mon lycée et j'ai fait venir les jeunes. C'est-à-dire, il met sa cassette en langue et tout le monde commence à rigoler parce que c'est de la littérature orale, ils vont commencer à rigoler. Et il lui traduisait. Donc à partir de là, quand même, ils ont compris qu'il y a une autre littérature qui n'est pas Sundiata, que Sundiata en fait. Donc il y a ce problème qu'on a. Tant qu'on ne va pas pousser les jeunes et tant qu'on ne pousse pas les jeunes à lire, et tant que nos États ne mettront pas nos œuvres au programme, évidemment, ça posera problème. Oui, ça posera problème. Je crois que juste cette précision, il y a 2 semaines de cela, le MENA, dans cette dynamique-là, les contenus endogènes, production endogène, locale, tout à fait. Les programmes. Oui, Orokia Toubarou. Par rapport à la question de la réception des œuvres, moi, je trouve que c'est une question importante. On écrit pour un public. Souvent, on a besoin de savoir comment le public reçoit nos œuvres, comment il apprécie nos œuvres. Et moi, je prends dans ce sens parce que on arrive à écouler les œuvres, mais souvent les retours constructifs ou bien les critiques qui peuvent nous permettre de nous améliorer, il n'y en a pas assez. Et par rapport aux travaux que font les universitaires sur la critique littéraire, moi j'aimerais bien par exemple qu'elle a parlé des revues littéraires. Oui. Voilà, bon, c'est sûr que ça nécessite des moyens, mais il serait intéressant peut-être que même si c'est annuellement qu'on organise peut-être la semaine de la critique littéraire, qu'on publie dans des petits journaux les œuvres des Burkinabés, bon, des Africains, on va dire, pour être des Sahéliens qu'on a eu à étudier, pour que nous aussi, on puisse voir comment ces auteurs-là, voir leur démarche de narration et puis peut-être nous en inspirer. Moi, j'ai eu l'occasion à la Biennale des littératures d'Afrique noire d'avoir quand même un retour sur mon œuvre. Voilà, oui, qui se tient à Bobo-Dioulasso. Par exemple, je sais qu'au lycée Wenzin Koulibaly, mon œuvre a été, ils ont payé près d'une 50aine d'œuvres qu'ils ont distribué, ils ont mis en bibliothèque et les élèves ont lu. Et pendant la biennale, j'ai eu des rencontres avec les élèves qui ont apprécié mon œuvre, qui me posent des questions. Pourquoi tu abordes telle question comme ça? Pourquoi? Ça me permet de voir comment les jeunes reçoivent mon œuvre. Donc, je pense que c'est un aspect tellement important et qui peut surtout permettre aux auteurs de s'améliorer. C'est là pour le débat. Édouard Lompo, écrivain nigérien, Dr Draman Konaté, sémioticien, écrivain et éditeur. Orokia Toubarou, elle est écrivaine. Dr Fatou Ghislaine Sanou est enseignante-chercheur à l'université de Ouagadougou, Joseph Kizerbo. Et Ousmane Diarra, invité écrivain d'honneur de la 17e Foire internationale du livre de Ouagadougou. Vous venez du pays frère du Mali. Merci à tous les 5 d'être venus. Merci à vous également pour votre attention à cette émission. À une prochaine pour d'autres sujets. Au revoir et à bientôt.